On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, l'émission est entièrement dédiée à la visite du chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, également chef du Parti québécois, nouvellement, Pierre-Carl Péladeau, accompagné du député de Saint-Jean, Dave Turcotte. On a de la grande visite à Saint-Jean-sur-Richelieu, celle du chef de l'opposition et chef du Parti québécois, pour une activité chez les militants du Parti québécois aujourd'hui au national, accompagné du député, je vous le présente bien sûr à l'instant, Pierre-Carl Péladeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de votre député dans le comté de Saint-Jean, Dave Turcotte. Bonsoir également. Monsieur Péladeau, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous savez du comté de Saint-Jean? Parce que ce n'est pas votre première visite. Ou qu'est-ce que Dave Turcotte vous a conté sur le comté de Saint-Jean? Écoutez, c'est ça qui est passionnant quand même dans la vie de politicien et certainement en plus de ça, lorsque vous êtes un récent politicien, c'est d'en apprendre toujours davantage. Alors, j'ai eu l'occasion avec Dave aujourd'hui d'aller au centre de formation de Richelieu, où nous avons échangé avec la présidente de la commission scolaire, également la directrice générale du centre de formation. Il y a des enjeux particuliers. En même temps, évidemment, toute circonscription fait partie d'un pays, d'une nation, celle du Québec. Il y a des enjeux aussi donc nationaux. Mais c'est toujours très utile, d'une part, d'être, parce que c'est ça aussi la vie de politicien, c'est d'être en mesure de pouvoir avoir autre chose qu'une vie parlementaire. Oui, certes, elle est importante. Oui, certes, dont être efficace et utile à l'Assemblée nationale. Mais je pense aussi et surtout qu'un député doit être en mesure aussi de bien apprécier la réalité quotidienne des citoyens et des citoyennes. Et c'est parce que vous avez l'occasion de les rencontrer que vous êtes en mesure d'apprécier beaucoup plus étroitement, beaucoup plus efficacement. On a eu l'occasion aussi de visiter l'usine Cambly, qui est une usine importante de la circonscription de Saint-Jean aujourd'hui. Dites-moi, à quelle étape de votre leadership en êtes-vous maintenant? Parce qu'on le sait, ce soir, c'est une activité avec les militants. Je pense que c'est quoi? C'est une activité de financement en même temps, 100 $ le couvert. Oui. Et le nerf de la guerre en politique, c'est l'argent, c'est l'organisation, même si l'élection est quand même assez loin. Force est d'admettre qu'il faut organiser ça pour que ça soit prêt pour le jour J. Donc, à quelle étape êtes-vous rendu au niveau du leadership au sein du Parti québécois? Bien, écoutez, j'ai aussi souhaité dans mon rôle de chef de l'opposition officielle, mais ce n'est pas uniquement le rôle que je suis appelé à jouer. Celui que m'a confié les militants et les militantes du Parti québécois, c'est d'être le chef du Parti québécois. Et donc, d'être le porteur également d'une action politique. Et c'est avec énormément d'enthousiasme que je me suis engagé à aller à la rencontre des citoyens. Et mes visites sont nombreuses. J'ai eu l'occasion d'aller, que ce soit donc la Basse-Côte-Nord, la Gaspésie, et ça va se poursuivre tout au long, justement, de ces 3 années d'opposition pour être en mesure de bien apprécier. Et là, bien, je suis heureux d'être à Saint-Jean, mais j'aurai l'occasion également, donc, de visiter, de rencontrer, de partager et d'échanger avec les citoyens partout au Québec. Dave Turcotte, quelle est l'importance de recevoir le chef de son parti dans son comté sur une base militantiste? Bien, pour les militants, c'est l'occasion d'accueillir le nouveau chef parce qu'eux, ils ont eu l'occasion de le rencontrer lors du lancement de la course avec tous les autres candidats au mois de février dernier. Mais là, depuis qu'il est élu, depuis que Pierre-Carl est élu comme chef, c'est la première fois que les militants là, vont avoir l'occasion de le rencontrer ici à Saint-Jean. Bon, Pierre-Carl est venu durant l'International Montgolfière cet été, mais ça, c'était grand public, tout le monde était... Mais avoir un lieu, une C'est très agréable, d'ailleurs. Oui, hein? On adore avec ça. Les enfants. Les enfants venaient bien avant que je sois chef. Vous savez probablement aussi que Julie était très active dans la production de spectacles dans le cadre du festival. C'est un endroit très, très agréable et nous étions très heureux d'y revenir. Puisque vous parlez du Festival de Montgolfière, qui est un événement important au Québec comme d'autres festivals de jazz, on pourrait tous les nommer, croyez-vous que les événements sont suffisamment subventionnés? Et si vous répondez non à cette question-là, est-ce que l'État devrait en faire davantage? Écoutez, là, je vais essayer de vous répondre de façon peut-être indirecte, mais ce n'est pas indirect en ce qui me concerne. Les festivals vont être en mesure d'être bien financés parce qu'ils vont faire un travail qui va justement susciter chez les différents partenaires, et je pense particulièrement aux entreprises, aux partenaires économiques, d'y être associés très étroitement. Moi, quand j'étais aux affaires, je faisais un point d'honneur d'être le leader de cette action, entre guillemets, caritative ou de commanditaire à l'intérieur
de cette belle et grande nation, de ce beau et grand pays qui a une culture, qui a une langue, qui a une richesse au niveau artistique exceptionnel. Alors, que ce soit l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans, que ce soit le Festival de la Donc, est-ce que c'est le rôle de l'État d'appuyer ça? Parce que quand je pense que ça doit être un équilibre. C'est un équilibre entre l'État, parce qu'il faut savoir évidemment aussi que les festivals engagent une activité économique importante. Et c'est le rôle des différents intervenants et je dirais des dirigeants des festivals de faire en sorte de solliciter le plus efficacement possible les grandes entreprises. Mais ce succès va être à la hauteur également du nombre de grandes entreprises que nous pourrons justement procurer au festival et à cette activité culturelle. Et si nous ne faisons pas, malheureusement, le nécessaire pour cultiver notre développement économique, pour cultiver nos entreprises, pour mettre en place les éléments qui vont permettre aux entrepreneurs de réaliser. Parce que n'oubliez jamais que notre culture économique est relativement récente ici au Québec. Ça fait 50 ans là, que des hommes et des femmes ont décidé de s'engager dans l'activité économique, ont créé des entreprises. Serge Godin, dans son garage à Chicoutimi, mon père, Jean Coutu, avec sa pharmacie sur le boulevard Mont-Royal à Montréal, Alain Bouchard avec Alimentation Couche-Tard, dans le premier dépanneur à Laval, je pense le deuxième à Saint-Jérôme. Alors aujourd'hui, nous avons des entreprises dont les sièges sociaux et l'activité économique est extrêmement importante et qui a cette vocation et je dirais un peu aussi cette obligation de participer à la richesse de notre vie culturelle. Parce que vous savez aussi qu'il y a des événements qui sont en péril au Québec. On regardait récemment les chiffres du Carnaval de Québec, ou encore même ici depuis 3 ans, où l'International de Montgolfière qui connaît des déficits perpétuels. Donc on en vient parfois à un point à se dire, est-ce que ces événements-là sont en péril? Et pour ici, ça serait une catastrophe de perdre le Festival de Montgolfière. Oui, j'en conviens avec vous. Mais il faut quand même aussi le dire. Lorsque nous étions au gouvernement, Pascal Bérubé, qui était ministre du Tourisme, a signé une entente de 3 ans avec l'International de Montgolfière, avec l'année que nous avons été au gouvernement, avec un supplément de 100 000 supplémentaires. Donc, si je me souviens bien, là, c'était 395 000, 350 000 par année, plus 100 000 supplémentaires. Quand les libéraux sont arrivés, ils n'ont pas eu le 100 000 supplémentaires par année, mais en ce moment, l'entente est à renouveler. Et là, c'est là que les questions peuvent se poser. Mais nous avons démontré par le passé, dans notre action, que nous croyons au tourisme comme développement économique, comme Pierre Karl le mentionne. Et ici, au Montgolfière, on a travaillé depuis que je suis député pour les accompagner dans leur démarche. Je veux qu'on revienne brièvement sur la campagne au leadership, parce qu'en principe, monsieur ici ne devait pas prendre position. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre, ultimement, de vous appuyer à quelques semaines de la date de l'élection du nouveau chef? Quelques mois. Écoutez, je dois vous dire que moi, et vous le savez, mon entrée en vie politique est très récente. J'ai annoncé ma candidature dans Saint-Jérôme en mars 2013. Et j'ai donc dû, en mars 2014, je me trompe tout le temps, en mars 2014. Et donc, j'ai donc dû apprendre à connaître mes collègues. Oui. Moi, Dave, je ne le connaissais pas. Mais il ne voulait pas prendre position. Qu'est-ce que vous y avez dit? On s'est connus aux îles de la Madeleine. Qu'est-ce que vous y avez dit? Qu'est-ce que vous y avez dit pour le convaincre de dire non, il faut que on ne s'est pas parlé avant. Vous savez que c'était mon collègue, c'était mon voisin de banquette. Oui. On faisait plein de blagues ensemble. Okay. On a fait encore. Mais c'était quoi l'argument pour le convaincre? Écoutez, il n'y a pas eu d'argument. Je pense que tous ceux et celles qui ont décidé de m'appuyer, et je les remercie, l'ont fait parce qu'ils considéraient que j'avais vocation à gagner. Mais si vous n'êtes pas parlé, qu'est-ce qui vous a convaincu de l'appuyer? Bien, ça, on s'en est déjà parlé, Éric, mais je peux le répéter parce que je crois que ça vaut la peine d'être dit. Moi, je crois que Pierre Karl, c'est la meilleure personne pour nous mener à l'indépendance du Québec. Et comme moi, comme tous nos militants du Parti québécois qui veulent faire l'indépendance. C'est notre leitmotiv. On se réveille la nuit pour penser à l'indépendance, puis on y veut y travailler. D'avoir Pierre Karl avec une vision claire des choses, une vision aussi venant de l'extérieur de notre mouvement. Moi, je crois que c'était l'atout qui manquait pour nous mener à cette indépendance-là. Et force est de constater que j'avais misé sur le bon cheval, si on peut dire, parce que Pierre Karl est maintenant chef, mais aussi, depuis qu'il est là, il a déjà mis en place des actions pour nous mener à l'indépendance. Je veux qu'on en parle, parce qu'évidemment, ça personnifie beaucoup
votre arrivée au leadership du Parti québécois, même ça polarise davantage le débat en prévision de la prochaine élection, ce qui fait peut-être l'affaire des libéraux d'une part. On voit même certains membres de la CAQ lorgner davantage vers le Parti libéral depuis quelque temps. La CAQ qui a dû, encore une fois, reparler de constitution et de débat national. Vous savez, au Québec, souvent, on a le syndrome du sauveur. Hein? Est-ce que vous êtes le sauveur du Parti québécois qui, ultimement, est le seul qui, potentiellement, peut amener le Québec à la souveraineté? Parce qu'on revient toujours à ça. Hein, on a tenté l'expérience avec Mme Marois, M. Boisclair, et pourtant, il y a eu le référendum de 95. On est 20 ans plus tard. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit pour la souveraineté. Écoutez, vous avez raison de le mentionner. Effectivement, le référendum de 95 a peut-être été un traumatisme pour les Québécois. Et il s'est avéré par la suite, comme tout le monde le sait, que le gouvernement fédéral a fait usage de considérations qui n'étaient pas légales. Ils ont dépensé et ils n'ont pas respecté les lois québécoises en matière de financement. Ça a donné lieu à la découverte du scandale des commandites. Et par la suite, bien, on a cessé de parler d'indépendance. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Si aujourd'hui, les jeunes, oui, ils n'ont pas nécessairement tort de se dire citoyens du monde, mais en même temps, lorsque vous êtes citoyen du monde, vous arrivez et vous êtes né et vous avez vécu à un endroit, il n'y a pas d'antinomie entre le fait d'être ouvert sur le monde et de bien connaître ses racines, de bien connaître Comment peut-on sa ramener la nation. flamme souverainiste? On regarde dans les dernières justement, années... c'est d'en parler. C'est d'en parler et tristement, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. Et une des bonnes illustrations pour justement en faire état, c'est que au moment où j'ai annoncé ma candidature et au moment où j'ai dit que mon engagement en politique, c'était pour faire du Québec un pays, il y a eu une association immédiate, une adéquation entre la souveraineté et le référendum. Or, il se trouve que la souveraineté, c'est bien plus qu'un référendum. Le référendum n'étant qu'une des modalités pour y parvenir. Mais il va falloir l'expliquer en quoi elle consiste, cette souveraineté. Parce que, bon, moi, je la connais, la loi constitutionnelle de 1867. J'ai fait des études de droit, mais il n'y a malheureusement pas la grande majorité des citoyens qui la connaissent. Alors, il faut savoir que si nous voulons lutter contre les paradis fiscaux, bien, ça nous prend de l'entièreté des compétences. Si nous voulons faire en sorte qu'un oléoduc ne passe pas au Québec, bien, il va falloir avoir nos attributs en ce qui concerne ceux d'un pays. Si nous souhaitons qu'on détermine les quotas de langue française pour la radio et pour la télévision, si nous voulons que la télévision communautaire demeure, bien, ça va être une autorité québécoise qui va devoir l'assumer. Et la liste est longue de toutes ces compétences qui, aujourd'hui, sont détenues par le gouvernement fédéral et se sont avérées être préjudiciables à notre développement économique. Lundi soir, il y a des élections au Canada. Si le Bloc québécois revient dans l'actualité avec 12, 15, 20, 25 députés, est-ce que vous allez dire que c'est une victoire pour la souveraineté? Mais si le Bloc, malheureusement, lundi prochain, ne fait élire que très peu ou pas de députés, qu'est-ce que vous allez répondre? Ça va être quoi le signal que ça va envoyer pour l'avenir du débat de la souveraineté? On ne peut pas faire une adéquation ou un syllogisme à partir des résultats de l'élection fédérale sur la souveraineté. Oui, certes, le Bloc et les candidats du Bloc sont en faveur de la souveraineté, mais nous nous trouvons dans le cadre d'une élection fédérale. Et il y a toutes sortes de tendances, de motivations, de messages qui vont venir orienter le choix des électeurs. Certains diront qu'il faut se débarrasser d'Harper absolument. Certains diront que ça nous prend un vote stratégique. Et d'aucune façon, on pourra faire le rapprochement entre la ferveur souverainiste des Québécois et le résultat des élections la semaine prochaine. Parce que vous savez que lundi prochain, il y a des souverainistes qui, pour X raisons, vont voter NPD, là. Ben mais qui vont peut-être voter Parti québécois dans 2 ans. Ben oui, j'ai entendu des chefs d'organisations syndicales dire qu'ils souhaiteraient appuyer le NPD et que je connais être souverainiste. Mais est-ce que le Bloc a encore sa place à ce moment-là? Bien, ça, c'est une appréciation personnelle. C'est une appréciation personnelle de l'électeur. Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, moi, j'ai soutenu Gilles Duceppe dès le début. Nous avons démarré, vous le savez, à vélo. À Repentigny, sur la rive sud de Montréal, vers Trois-Rivières, vers Québec. Nous sommes allés à Gaspé, aux îles de la Madeleine. Encore samedi dernier, j'étais dans le grand rassemblement à Montréal, en compagnie également de Sol Zanetti,
donc le chef d'Option nationale, parce que nous considérons et nous souhaitons élargir, et je l'ai mentionné aussi durant la rentrée parlementaire récemment, que la souveraineté, elle doit s'engager vers le rassemblement des forces souverainistes, et c'est ce que je souhaite, et ce sur quoi nous allons travailler. J'ai eu l'occasion donc de confier cette responsabilité à Véronique Yvon, et je travaille très étroitement avec elle pour faire en sorte justement que nous nous engagions dans cette direction. Et le Parti québécois n'a pas le monopole de la souveraineté et ou de l'engagement souverainiste. Dave Turcotte, recevoir son chef dans son comté, c'est aussi permettre de la connaissance de certains dossiers, de certains enjeux qui sont à plus ou moins long terme. Qu'est-ce que vous dites à Pierre-Carl Péladeau concernant, je ne sais pas moi, le dossier du Pont-Gouin, le dossier de l'hôpital, où actuellement les travaux sont arrêtés au 3e étage parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver des laboratoires. Donc, qu'est-ce qu'on dit au chef pour le tenir au courant des principaux enjeux dans le comté? Bien, tout d'abord, c'est de lui faire rencontrer des gens, comme nous avons fait à Cambly aujourd'hui. Mais aussi, c'est pas besoin de venir à Saint-Jean pour qu'on se parle de dossier. Mais en même temps, vous comprendrez que le chef a aussi tout le Québec à s'occuper. Oui. Donc, de là à savoir le fin détail du Pont-Gouin puis de l'hôpital du Richelieu et tous les enjeux, on est là aussi pour ça comme député. Mais moi, si vous me permettez de dire pour l'hôpital, moi, je ne lâcherai pas. Le ministre Barrette, j'ai été lui parler, je vais continuer à lui parler. Mon bureau parle à son cabinet, on parle avec les gens de la direction. Ça a pris Mme Marois pour venir annoncer les travaux à l'hôpital du Richelieu, un agrandissement totalisant 109 millions. On ne lâchera pas. On a attendu plus de 10 ans pour avoir ces travaux-là. Ce n'est pas M. Barrette qui va nous empêcher d'avoir les travaux à l'hôpital du Richelieu. Moi, la question que je me pose, puis même, c'est pas juste pour Saint-Jean, parce que toute cette refonte à l'égard des laboratoires, où on veut les centraliser, probablement pour avoir plus d'expertise ou des économies d'échelle, mais est-ce qu'on fait une bonne affaire comme société en disant, bien là, oui, je vais faire une prise de sang avec vous, puis là, votre sang va se promener jusqu'à Longueuil pour se faire analyser. Est-ce qu'on est vraiment gagnant comme société? Est-ce que c'est un dossier sur lequel vous avez élaboré concernant l'avenir des laboratoires un peu partout au Québec? Moi, je vais être bien franc avec vous. Là. Je peux pas, j'ai pas la science infuse et pas la prétention de tout connaître, heureusement. Et c'est la force du Parti québécois. C'est que nous avons des expertises multiples. Et à cet égard, je suis très heureux de pouvoir compter justement sur celle de Diane Lamarre, qui est notre porte-parole en santé, avec laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises. J'ai eu l'occasion également de la compter parmi donc les membres qui ont soutenu ma candidature. Nous avons entamé des réflexions à plus haut niveau, j'en conviens, sur le système de santé. Parce que vous savez, le système de santé de 2003 à 2008 a été dirigé par un médecin, qui est aujourd'hui premier ministre. De 2008 à 2012, par un médecin, qui est devenu ministre de l'Éducation et qui a pris sa prime et qui est parti. Mais le Parti québécois aussi, il y a eu un médecin au ministère. Attendez, mais pendant plus de 9 ans, nous avons eu des médecins sous le règne du gouvernement libéral. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les médecins ont eu des augmentations de rémunération de l'ordre de 4 milliards. Et les performances du système de santé se sont détériorées. Les listes d'attente se sont allongées et les urgences sont congestionnées. Est-ce que vous croyez que c'est le signe d'un succès? Alors, nous avons toutes les raisons, les plus légitimes, de nous poser la question, est-ce que les ministères ou les titulaires du ministère de la Santé en provenance de la profession médecine, ont été en mesure de pouvoir solutionner les problèmes. Donc, il faut commencer à voir les choses autrement. Ouais, mais même il faut voir les choses autrement que sous ce prisme permanent d'une espèce de monopole des médecins. Les professionnels de la santé sont nombreux, que nous pensions aux infirmières, aux infirmiers, que nous pensions aux pharmaciens, que nous pensions aux organismes communautaires en matière de prévention, en matière d'accompagnement. Or, il se trouve que ce ne sont pas les avenues privilégiées par les titulaires du ministère de la Santé qui ont tous été des médecins. Est-ce que Mme Marois a bien fait de nommer le Dr Hébert comme le Dr Hébert ministre de la Santé qui est aussi médecin? Différente. Mais il est médecin aussi. Nous sommes restés au pouvoir 18 mois. C'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut véritablement changer une perspective qui s'est engagée pendant plus de 9 ans en 18 mois?
La réponse est évidente. C'est bien sûr que non. On parlait tantôt de santé, parlons d'éducation parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Bon, premièrement, parce qu'il va peut-être y avoir un nouveau changement de structure ou élimination de la démocratie scolaire ou je ne sais trop. On verra ce que les libéraux vont en faire. Mais on regarde ici même certains enjeux démographiques. La présidente de la commission scolaire qui souhaite avoir une école des métiers rassemblée avec 2 bâtiments, c'est un autre enjeu assez à moyen et long terme. Où s'en va le système de l'éducation au Québec? Qu'est-ce que vous, si vous étiez au pouvoir, vous, demain matin, qu'est-ce que vous feriez de différent en matière d'éducation que les libéraux? La première chose, c'est que nous poursuivrions dans ce que nous avons toujours considéré être le plus important investissement pour une collectivité, c'est l'éducation. Vous savez, René Lévesque et même ses prédécesseurs ou ceux qui l'ont précédé, des grands hommes comme Jean Lesage, Paul Gérin-Lajoie, ont eu cet éclair de génie, mais en même temps, ce n'était pas véritablement un éclair de génie, comme une volonté, une détermination de mettre en place ce qui était évident. C'est-à-dire qu'une collectivité, des citoyens et des citoyennes vont s'affirmer, vont être en mesure de s'épanouir s'ils ont accès à l'éducation. Donc, d'extirper ce qui était antérieurement un système essentiellement dédié aux élites et le rendre le plus accessible possible. Et si aujourd'hui, justement, nous avons une médecine de qualité, c'est parce que nous avons aussi investi dans notre système d'éducation. Et lorsque vous avez au pouvoir des médecins qui ont bénéficié justement de ce système d'éducation, bien, prendre cette décision de le réduire, alors que vous en êtes les principaux bénéficiaires, bien, je trouve ça particulièrement inapproprié. Bon. Alors oui, nous reviendrions sur l'axe qui a toujours été celui, encore une fois et toujours, du développement personnel, du développement qui permet justement aux citoyens de s'épanouir, d'être accompagnés pour ceux qui sont dans une situation de défavorisation, mais aussi et surtout de nous permettre de continuer à bâtir un Québec fort et solide, de nous engager encore davantage dans notre développement économique et de rayonner avec tous les talents que nous avons sur la planète. M. Péladeau, être chef de parti, c'est parfois aussi être appelé à commenter l'actualité brute. Je me dois vous poser les 2 questions suivantes. La première, on l'a vu dans la presse de ce matin, où le journal, le quotidien, a demandé à 3 universitaires de voir la pertinence de votre mandat sans droit de regard à l'égard de vos actions chez, évidemment, Québécois. Est-ce que vous ne croyez pas, je ne veux pas qu'on tombe dans le détail du mandat sans droit de regard, ce qu'on peut, ce qu'on n'a pas le droit, mais est-ce que vous ne craignez pas que ça crée ultimement une diversion dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, même voire durant la campagne électorale, où ce sujet-là va revenir. Je vous bien humblement que la diversion est peut-être créée par le journal La Presse, qui a clairement indiqué que nous devions voter pour le Parti libéral, qui est un journal fédéraliste, et qui est un journal qui a toujours souhaité soutenir le fédéralisme. Vous savez probablement que son président du conseil d'administration, André Desmarais, est le gendre de Jean Chrétien, premier ministre du Canada. Mais sur votre mandat sans droit de regard... Honnêtement, je suis bien étonné de voir la presse écrire le même article, parce qu'il y a eu un article sensiblement pareil il y a 3 semaines. Alors, est-ce que c'est véritablement d'intérêt général que de répéter, alors que, et c'est vous qui l'avez mentionné, effectivement, c'est de la diversion pure et simple, et on commence à s'interroger sur la motivation politique de faire une chose semblable. D'autant plus, et je termine de la façon suivante, vous le savez, je ne suis pas assujetti à cette nécessité de déposer mes actions dans une fiducie, un mandat sans droit de regard, et je l'ai fait parce que je l'ai dit. En octobre 2014, j'ai dit que si j'avais le privilège d'être élu chef du Parti québécois, je mettrais mes actions en fiducie ou en mandat sans droit de regard. Bon, est-ce que votre mandat tient la route? Ce que je fais, et je fais ce que je dis. Est-ce que votre mandat tient la route? Moi, je considère que le mandat est un mandat sans droit de regard. Dernière question. Votre ex-adversaire au leadership, député du Parti québécois, Jean-François Lisée, sort un livre sur le référendum de 1995. Il parle de la demi-erreur de Jacques Parizeau d'avoir ciblé le vote ethnique. On se souvient de la déclaration. Mais il dit la chose suivante. Il dit, M. Parizeau, dans le fond, ne pouvait pas compter sur le vote ethnique parce que ce n'est pas un vote qui était acquis à la souveraineté. Il aurait dû plutôt s'en prendre aux Beaucerons
ou aux gens de la vieille capitale, les gens de Québec, qui ont voté massivement pour le non plutôt que le oui, alors qu'ici, exemple, à Saint-Jean, c'était 60-62 % à peu près. Qu'est-ce que vous répondez à votre député Jean-François Lisée sur cet ouvrage? Ce que je vais dire, bon, premièrement, je n'ai pas lu le livre, j'ai lu très rapidement l'article, Oui. et je n'ai pas le bénéfice de Jean-François d'avoir côtoyé les chefs du Parti québécois pendant d'aussi nombreuses années. La question qu'il pose est une question pertinente dans la mesure où, moi, ce que je considère être un véritable problème, c'est notre incapacité et peut-être même une volonté de ne pas accompagner ceux et celles qui ont décidé de venir s'installer ici au Québec. Vous savez, le Québec a toujours été un pays d'accueil, un pays d'ouverture. Pourquoi? Parce que nous nous enrichissons de la diversité que peut nous amener ceux et celles qui vont venir ici. Mais encore faut-il, pour être un bon citoyen, entre guillemets, là, apprécier la langue. Parce que si vous voulez être intégré à l'intérieur de la richesse de la collectivité, bien, il faut que vous soyez en mesure de bien maîtriser la langue. Il faut que vous soyez en mesure de bien connaître son histoire. Il faut que vous soyez également en mesure de bien connaître sa culture. Donc, selon vous, est-ce que M. il m'apparaît Parizeau... inapproprié de faire en sorte de délaisser les efforts que nous avons faits depuis de très nombreuses années pour que, justement, celui qui a décidé de venir s'installer ici au Québec puisse s'épanouir. En quelques secondes, M. Pellado, toute grandeur. est-ce que M. Parizeau a commis une demi-erreur, comme le dit Jean-François Lisée? Moi, là, vous savez, ce qui est important pour moi, surtout et avant tout, c'est de faire en sorte que tous les citoyens puissent être en mesure de pouvoir rayonner à l'intérieur de la collectivité, pouvoir s'épanouir. Et je sais très bien que ça a toujours été le cas pour ceux et celles qui ont décidé de venir s'installer dans ce beau et grand pays qu'est le Québec. À vous deux, merci beaucoup. On vous souhaite bien sûr une belle activité avec vos militants du Parti québécois ce soir au National. Il faut quand même se rappeler que c'est assez rare que vous recevez un chef de l'opposition. Oui, la dernière fois, en fait, ce que vous avez en commun, c'est avec M. Charest. M. Charest est venu nous rendre visite en 98. Ça fait quasiment 20 ans. Quand même. Vous ne pensiez pas avoir ça en Ça commun fait quand avec même M. 20 ans. Charest, hein? C'est ça. Bien, vous savez, il y a un certain nombre de choses que j'ai toujours appréciées également chez M. Charest, mais bon, la vie est ainsi faite. Bonne soirée, merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean a rendu public son bilan de l'été chaud. C'était les principales activités, les représentations, les spectacles durant l'été dans le centre-ville de Saint-Jean. Au total, il y avait 62 activités de prévues. On a réussi à en tenir 52 sur 62, ce qui est très, très bon. Les autres ont été annulés, bien sûr, à cause de la météo. Et il y a eu, en tout et partout, quand même 15 000 visiteurs, donc un bon bilan pour l'été chaud 2015. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas aussi le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets de bingo. Nous, on est là demain.